Nous avons toutes et tous vécu des moments de négociation dans notre vie, que ce soit dès l'enfance, auprès de nos proches, de nos professeurs, ou encore à l'âge adulte, dans le monde professionnel ou pour l'achat d'une voiture ou d'une maison. Ce sont des moments particuliers où chacun d'entre nous adopte des stratégies. Nous allons peut-être faire les yeux doux, ou encore préparer des arguments en amont, ou bien encore adopter une posture compétitive afin d'arriver à nos fins, si ce n'est le tout en même temps. Ce sont des moments désagréables pour beaucoup d'entre nous, où nous aimerions pouvoir favoriser une rencontre humaine, collaborative. Dans le monde de l'entreprise, la dynamique concurrentielle nous amène souvent à adopter une posture compétitive. Nous devons avoir une offre claire, créer et conserver une clientèle, être payés, avoir des contrats pour assurer la rentabilité financière de l'entreprise. L'homme est un loup pour l'homme, paraît-il. Et si nous voulons jouer à ce genre de comparaison un peu douteux avec la nature, je préfère encore vous présenter le figuier étrangleur. C'est le boa constrictor de nos forêts tropicales. C'est un maître dans l'art de la prédation. Il naît sur les plus hautes branches de son hôte et durant des années va tranquillement laisser ses racines tombantes étrangler l'arbre en dessous. Et le tout sous nos yeux ébahis par son design magnifique. À vous. Mais alors, est-il possible, en entreprise, de changer ces rapports? Nous le savons, la collaboration est bien plus efficace que la compétition. Mais concrètement, comment la mettre en place? Je suis Christelle Fournier, accompagnatrice en permaculture et spécialiste en intelligence collective, et j'ai fondé une entreprise incorporée pour mes activités professionnelles. Pour celles et ceux qui connaissent la permaculture, c'est assez contradictoire, et ce, à juste titre. Comment puis-je prôner la collaboration que nous invite à adopter la permaculture et en même temps avoir des objectifs semi-cachés de rentabilité financière? En gros, comment être un boa, ou plutôt un figuier, non étrangleur? En fait, je me suis moi-même posé la question. D'ailleurs, savez-vous ce qu'est la permaculture? Certains d'entre vous connaissent? Peut-être avez-vous déjà vu ce genre d'image? En fait, la permaculture est à la fois une philosophie et une méthodologie d'application pour mettre en place des projets écologiques qui s'inspirent souvent des écosystèmes naturels. Mais au-delà de ça, la permaculture nous invite aussi à revisiter nos façons de faire ensemble. Je l'aime beaucoup, celle-là. Le but ultime de l'agriculture n'est pas de faire pousser des récoltes, mais la culture et l'accomplissement des êtres humains. Fukuoka était à la fois un agriculteur, scientifique et penseur japonais qui a énormément inspiré la discipline. Mais revenons-en à la permaculture comme telle. Je vais vous faire une mini-définition rapide pour qu'on soit tous d'accord. En gros, la permaculture s'appuie sur 3 principes éthiques de base. Le premier, prendre soin de la terre, donc le rond vert. C'est d'ailleurs souvent à celui-là qu'on associe la permaculture. Le second, c'est prendre soin des humains, prendre soin de soi, du groupe, des autres. Nous sommes dans le rond rouge. Et puis le dernier, c'est partager équitablement. Le rond orange, partager la gouvernance, les ressources, la transmission des savoirs et bien d'autres choses. Et alors, ce qu'il y a de magique, c'est que si nous réunissons seulement le prendre soin de l'humain et partager équitablement, nous sommes dans ce que nous appelons la permaculture sociale. Et alors? Eh bien, en fait, la permaculture sociale nous invite à réinventer nos façons de faire ensemble, tel un laboratoire, à l'expérimenter. Pour cela, il existe de nombreux outils de mobilisation de l'intelligence collective. En gros, l'idée, c'est de se dire pourquoi ne pas essayer ensemble d'augmenter la tarte pour que chacun puisse avoir une part qui réponde à ses besoins. Savez-vous ce qu'est l'intelligence collective?
Avez-vous déjà vécu des moments de mobilisation de l'intelligence collective? En fait, très certainement, mais pas forcément là où vous vous y attendez. D'ailleurs, entendons-nous sur les termes, l'intelligence collective n'est pas la communication collective. La communication collective, sans doute, vous l'avez vécue déjà dans le monde de l'entreprise, dans les études, du travail en groupe. C'est quoi? Nous arrivons avec une posture d'écoute, empathique, ouverte, et nous écoutons les arguments de chacun. Ensuite, les propositions de chacun. Et de là, nous choisissons la meilleure option. Nous sommes dans le paradigme du « ou ». Un choix, ou un autre, ou un autre. L'intelligence collective, c'est tout autre chose. Cette fois, l'objectif est de créer une idée nouvelle, où seuls nous n'aurions jamais pensé. Nous allons encore une fois adopter une posture d'écoute active, de bienveillance, mais nous allons venir en faisant confiance au groupe, sans avoir d'idée préconçue sur le résultat final. Il faut se déposer. Nous sommes dans le paradigme du « et », une idée, et une autre, pour créer une idée nouvelle. Et donc, à partir de là, pensez-vous avoir déjà vécu des moments de mobilisation de l'intelligence collective? En fait, pour les moments les plus connus de tout un chacun, nous allons avoir certains jeux d'équipe, certaines danses à plusieurs, les jams musicaux, particulièrement le jazz, ou encore des matchs d'improvisation. Aujourd'hui, je souhaite vous faire découvrir un outil de mobilisation de l'intelligence collective qui accompagne la négociation, que j'ai co-développé, qui fonctionne et qui me surprend. J'espère qu'il sera réapproprié par d'autres et qu'il sera bonifié, et tant mieux. Tout a commencé avec les Colibris à Lyon, pour celles et ceux qui connaissent. Nous étions un groupe de bénévoles et nous souhaitions faire découvrir l'agroécologie via l'action à des citadins. Pour cela, nous avons développé le projet Adopte une courge. Donc sur la gauche, c'est moi qui suis dessinée. Et l'idée était de dire, nous allons aller dans un organisme maraîcher, sur les terres d'un maraîcher qui nous prêtait une parcelle, qui d'abord préparait le sol, et ensuite entretenait les courges durant la saison. De façon sporadique, nous amenions des personnes de la ville venir entretenir des courges et découvrir le monde de l'agriculture. Nous nous sommes alors posé la question de l'échange. Comment allions-nous créer un échange et un contrat avec l'organisme maraîcher? Nous étions tous bénévoles, et puis l'idée d'un contrat contraignant faisait aucun sens. C'était l'organisme maraîcher le plus généreux dans le projet. Juridiquement, on va nulle part. Donc nous avons oublié cette idée. Nous avons un petit peu fait nos devoirs et découvert qu'un organisme, un laboratoire citoyen à Lyon, faisait ce qu'on appelle des cadres de réciprocité. C'est le laboratoire Lamine, qui déjà avait cette idée de faire rencontrer des organismes via une rencontre amicale et non contraignante. Nous avons décidé de reprendre une partie de ces écrits pour développer des accords de réciprocité. L'idée était que l'accord soit amical, collaboratif, non contraignant et évolutif. Sur 6 mois, il était fort possible que le projet évolue. Nous avons semblé très professionnels aux yeux de l'organisme maraîcher, et ils ont eu confiance. Nous savons aujourd'hui que le projet a existé durant 4 ans après nous, grâce entre autres à ce type d'accord. Quelques années après, avec l'un des amis avec qui nous avions fondé ce travail d'Adopte une courge, nous avons décidé de créer une formation de 9 jours en agroécologie et en permaculture. La question des échanges est revenue. Nous allions encore une fois aller sur des terres d'organismes maraîchers, mais nous voulions cette fois y inclure une notion de prix. Les payer via ce que nous allions gagner. De l'autre côté, nous nous sommes posé
la réflexion à l'accès universel à la formation. Comment rendre cette formation accessible à toutes et tous? Pour cela, nous avons décidé de créer des tarifs équitables qui invitaient à chaque participant à réfléchir sur ce qu'il pouvait donner en fonction de nos propres besoins financiers également. Tout le monde était au courant, autant les organismes maraîchers que les participants. Nous avons essayé de faire le tout en transparence. Et cela a fonctionné. Nous avons pu être payés de façon juste, et les organismes maraîchers, à notre grande surprise, ont tous refusé la contribution financière. Nous leur sommes aujourd'hui encore très reconnaissants. Mais revenons-en dans le monde de l'entreprise. En tant qu'entrepreneur, je me suis posé la question de comment négocier avec mes clients. Souvent, en fait, on a des cours d'entrepreneuriat où on nous explique comment préparer la négociation. On fait des petits tableaux, on essaye d'avoir des arguments, avec aussi des propositions de rabais, de valorisation de ce qu'on fait. C'est à la fois très pertinent et complètement artificiel. En fait, en tout cas, à moi, ça ne me correspond pas du tout. Je me suis alors demandé, est-il possible de venir sans préparer la négociation et juste me mettre dans une posture de confiance dans la rencontre? En gros, ce que j'avais déjà appris en termes d'intelligence collective. J'ai donc ressorti mes petits accords de réciprocité et je les ai proposés à mes clientes. En fait, en général, ça crée de l'engouement, de l'enthousiasme, car nous savons que nous allons répondre au projet commun. Par contre, nous ne savons pas encore comment, mais nous sommes sûrs que nous allons rencontrer une façon. Souvent, les premiers accords, c'est moi qui les écris aux 3/4, puisque c'est assez nouveau. Et puis, je laisse des parties blanches en leur disant que ce sont les parties qui doivent essayer de créer pour justement créer cette nouvelle réalité. Et la chose très surprenante, c'est qu'à chaque fois, mes clientes me sortent des idées auxquelles je n'aurais jamais pensé. Ça a été le cas d'HEC Montréal, qui, lors du premier accord que nous avons signé, a décidé, parmi les contributions, de clarifier l'accord de réciprocité comme tel, de réécrire les termes. Aujourd'hui, c'est l'accord que j'utilise au quotidien. Parmi les contributions que je peux encore utiliser, il y a des lieux physiques où je peux donner des ateliers, des conférences. Il y a également une aide à la communication aux besoins. Et pour finir, j'ai même le droit au service du doula si je tombe enceinte. Parmi les observations empiriques que j'ai pu faire, lorsqu'il y a un second accord de réciprocité signé, mes clientes sont partie prenante. Elles construisent le deuxième accord. Elles sont proactives. De plus, les échéanciers financiers que nous nous étions fixés sont toujours respectés. Et ça, ce n'est pas gagné en entreprise. Des fois, ça a été en ma faveur qu'il y a eu une rehausse de la financière. Et pour finir, ce sont de loin de mes meilleures ambassadrices. Et maintenant? Eh bien, favorisons le changement de paradigme. Essayons, osons, co-créons des nouveaux outils, tels un laboratoire, avec des échecs, des réussites, partageons-les. Nous sommes nombreux et nombreuses déjà à co-créer et à aller dans ce sens, entre autres parmi le monde des communs. Bref, prenons le risque ensemble de co-créer le monde socio-écologique qui nous inspire.